nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir M. Éric Fiat, qui a été professeur de philosophie au lycée de 1992 à 2001, si je ne m'abuse, il semble le confirmer, avant de devenir maître de conférence à l'université Marne-la-Vallée et parallèlement d'être professeur au centre de formation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un livre qu'il a consacré à la notion de dignité, notion assurément fort à la mode, comme il le dit dans son introduction, mais qui cependant soulève un certain nombre de problèmes. À commencer par celui-ci, tous les hommes peuvent-ils bénéficier d'une égale dignité? S'il semblerait que oui, cette dignité est-elle indéfectible ou peut-elle être perdue en fonction de l'inconduite du sujet? C'est une des questions, parmi sans doute d'autres, auxquelles il répondra lors de sa conférence, qui sera suivie ensuite d'une libre discussion, en espérant que les questions ne manqueront pas de fuser. C'est pour moi un moment assez touchant que d'être ici, parce que je reviens dans un lycée dans lequel j'ai été d'abord élève, puis ensuite enseignant. Et puis alors revenir dans ce lieu, le CDI, c'est pour moi tout particulièrement touchant, parce que aussi bien du temps que j'étais élève que du temps que j'étais enseignant, le CDI, déjà, dont l'âme était déjà Monique Guillaume, le CDI, c'était pour moi une caverne d'Ali Baba, un refuge, un lieu où j'adorais aller. J'insiste sur l'idée de caverne d'Ali Baba. Il suffit de trouver le mot, vous savez l'histoire, hein, Sésame, ouvre-toi, pour qu'une grosse pierre se déplace et qu'on rencontre dans cette caverne des richesses à foison. Eh bien, je voudrais vous en convaincre un petit peu ce soir. Si vous trouvez le mot magique, le Sésame, ouvre-toi, vous vous rendrez compte que dans ce lieu-là, il y a de véritables merveilles. Pourquoi? Parce que dans ce lieu, il y a des livres, et que se passer de livres, je crois que c'est vraiment passer à côté d'une des plus grandes joies de l'existence. Hein. Alors bien sûr, vous venez sans doute souvent au CDI parce qu'on vous y invite, parce que vous y êtes obligé. Il y a des lectures qui sont imposées. Mais j'aimerais faire l'éloge, avant que de vous parler un petit peu de la dignité et de mon bouquin, j'aimerais faire l'éloge de la lecture gratuite et de la déambulation gratuite dans le CDI. C'est-à-dire ne pas venir au CDI parce qu'on vous l'a demandé, parce que vous devez y trouver un livre ou un document qui vous permettra de faire un devoir. Non, venir au CDI parce qu'on a un quart d'heure devant soi, et puis déambuler, et puis prendre un livre un peu au hasard. Et alors, je crois que le propre des grands livres, si vous voulez, c'est qu'ils sont capables de modifier un peu le cours de notre vie. Vous n'êtes pas forcément satisfait entièrement de la vie que vous menez. Or, comme le dit très bien Jean d'Ormesson, la littérature, elle est la preuve que la vie ne suffit pas. Et lire des livres, notamment des romans, mais je vais parler un peu de philosophie aussi, lire des livres et notamment des romans, c'est pour vous, je crois, l'occasion d'avoir une autre vie que celle que vous avez. C'est au fond le moyen d'avoir une double vie, mais pas au sens que on peut supposer à cette formule-là, c'est le moyen d'avoir une double vie, d'échapper à ce que le quotidien peut avoir de triste, de décevant, de gris. Et c'est aussi l'occasion, si vous voulez, de rencontrer d'autres personnages que ceux qu'on rencontre tous les jours et tout le jour. Moi, je lis, et résultat, chez moi, quand j'y rentrerai ce soir, eh bien, je ne serai pas attendu, je ne retrouverai pas simplement eh bien, les miens sous le toit, dont je partage le toit, si vous voulez. Quand j'entrerai chez moi, je retrouverai d'autres personnages. Parce que je lis des romans, plusieurs, hein, j'ai plusieurs livres ouverts, et ces personnages, enfin, savoir que ce soir je vais les retrouver, qui vont me dire des choses, qui vont m'émouvoir, connaître la suite de leur aventure, participer un peu à leur aventure, parce qu'on s'identifie bien sûr à ce qu'ils vivent, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc je voudrais faire, si vous voulez, l'éloge d'une lecture un peu libre, d'une lecture un peu gratuite. Vous avez tous entendu parler, par exemple, je le suppose, des sirènes, vous savez, ces personnages un peu étranges qui veulent détourner Ulysse de son chemin. Dans l'Iliade, on vous raconte la guerre de Troie, Troie n'étant pas une ville où l'on vend des joggings un peu moins chers qu'ailleurs, mais
une ville d'Asie mineure où s'est passé un conflit important. Donc, dans l'Iliade, on vous raconte la guerre de Troie entre les Troyens et les Grecs. Et à la fin de la guerre de Troie, eh bien, les Grecs vont rentrer chez eux, les rois grecs vont rentrer chez eux, mais l'un de ces rois grecs va mettre beaucoup plus de temps que les autres pour rentrer chez lui, c'est Ulysse. Et précisément, le récit des aventures d'Ulysse, le récit du voyage d'Ulysse jusqu'à sa patrie, c'est le propos, c'est le sujet de l'Odyssée. Et vous savez qu'il a été retardé dans son voyage parce qu'il a rencontré un cyclope qui s'appelle Polyphème, parce qu'il a rencontré Calypso, parce qu'il a rencontré Circé qui transforme le personnage en cochon, parce qu'il a rencontré des sirènes qui ont un chant tellement fascinant, un chant tellement charmant qu'elles déroutent les navigateurs. Enfin, vous avez donc certainement entendu parler de ces histoires-là. Cependant, il n'est pas sûr que vous ayez lu, que vous ayez eu un jour cette expérience assez extraordinaire d'avoir sous les yeux, comme ça, les 2-3 pages où il est question de Polyphème le cyclope, où il est question de Calypso, où il est question du cheval de Troie, où il est question des sirènes, vous voyez. Or, ça, il faut que vous fassiez cette expérience-là, parce que lire les grandes œuvres, c'est boire à une source inépuisable de fraîcheur et d'inspiration. L'image qui me vient est celle du témoin. L'histoire du retour d'Ulysse en sa patrie, l'histoire des sirènes, l'histoire de Polyphème le cyclope, sont des histoires qui ont été inventées il y a bien longtemps. Elles n'ont même pas forcément été inventées par Homère, qui passe pour être l'auteur de l'Odyssée. Ce sont des histoires qu'on racontait dans la Grèce antique. Et un jour, un poète génial, un Naède nommé Homère, il a peut-être rassemblé toutes ces histoires, et alors il les disait, il les chantait, il était aveugle. Il fallait donc qu'il y eût des personnages pour prendre comme ça en note ce que racontait le poète quand il racontait ces histoires extraordinaires d'un homme dérouté par des sirènes, d'un homme dérouté par un cyclope, d'un homme dérouté par Calypso. Et à l'époque, ça mettait beaucoup de temps que d'écrire. On écrivait sur des papyrus, on écrivait sur des tablettes de cire, enfin bon. Et puis, vous savez que le papyrus peut brûler, vous savez que la cire peut fondre. Nous le savons au moins depuis l'histoire d'Icare, vous savez, qui est monté trop près du soleil. Bref, ces textes-là auraient pu être perdus. Et il y a des doctes, des savants, des gens fort importants, vous savez, qui ont parfois consacré beaucoup de leur temps à recopier ces textes pour qu'ils ne soient pas perdus. J'ai quelque émotion quand je pense à tous ces doctes qui, au lieu d'aller passer une soirée dans une auberge pour y boire du bon vin et lutiner de jolies filles ravissantes, callipiges, enfin bon, eh bien, non, sont restés chez eux pour recopier ces textes. Et alors l'image qui me vient, c'est celle du témoin. Vous savez, cette histoire-là aurait pu se perdre. Et puis vous courez, vous passez le témoin, hein, si la main glisse, allez, ces textes sont perdus. Et puis on a recopié ces textes. Et ça mettait beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, Gutenberg invente l'imprimerie, et au moment où il invente l'imprimerie, évidemment, ça va plus vite que de recopier l'Odyssée. Mais c'est encore très lent, hein, tous ces grands... comment ça s'appelle ? Ces grands métiers, si vous voulez, qui font les pages au fur et à mesure. Puis ensuite, ça se perfectionne, et aujourd'hui, avec l'informatique, enfin, vous cliquez sur l'ordinateur, et vous avez tous ces textes qui débarquent chez vous. Donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il serait dommage, si vous voulez, que ces textes qu'on s'est passés de génération en génération, hein, comme on se passe un témoin, au fond, vous n'en vouliez pas. Que vous laissiez ces textes glisser, tomber. Ces textes sont ici, ils ne sont pas loin de vous, et je vous assure que si vous trouvez le sésame, ouvre-toi, c'est-à-dire le mot magique qui vous permet d'entrer dans ces textes-là, et il n'est pas si difficile de le trouver, les enseignants sont là pour vous le transmettre, si vous trouvez le mot magique qui vous permet d'entrer dans ces textes-là, vous vous rendrez compte qu'ici, il y a des merveilles absolues. Je ne vis pas très loin d'ici, je vais à la Ferté-sous-Jouarre. Je me dis que je suis à égale distance de 3 génies du XVIIe siècle, hein, qui vivaient pratiquement au même moment, Jean de La Fontaine, Château-Thierry, Bossuet, à Meaux, et Racine, à la Ferté-Milon. Et je me dis parfois, quand je suis dans mon salon et que je me sers un whisky ou un porto, quand même, il y a 3 génies là comme ça qui ont hanté ces lieux-là, et dire que je ne les connais pas bien, que je ne les connais pas par cœur. Et alors je vous assure que ce n'est pas une obligation qui me fait de la peine, c'est au contraire une source magnifique de joie, différente de la joie que donne le porto ou le whisky, mais enfin c'est une source magnifique de joie que de se dire que ces livres-là sont juste à côté. Et alors, chez moi, ben, j'ai une pièce pour Bossuet, une pièce pour La Fontaine, une pièce pour Racine. Il y a toujours un livre ouvert comme ça. Et parfois, quand je m'ennuie un peu, ben, je jette juste un coup d'œil sur une tirade, par exemple, de Racine. Et je trouve ça très très beau, magnifique. Ça parle de la passion amoureuse
d'une manière plus intéressante qu'on en parle dans la télé-réalité. On apprend à vivre, on apprend l'amour mieux chez Racine que dans la télé-réalité. Et puis alors ensuite, je vais voir Bossuet, qui est un auteur qui parle de la mort. Je viens de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup. Les pages consacrées par Bossuet à la mort, l'oraison funèbre pour Anne-Henriette d'Angleterre, Madame se meurt, Madame est morte. Ça me touche, ça m'émeut, je trouve que ces pages admirables. Et puis Bossuet étant un peu sévère, on l'appelait l'aigle de Meaux, je vais ensuite folâtrer chez La Fontaine, qui est un auteur absolument génial. Et il y a des tas de fables enfin, qu'il faudrait connaître par cœur, non pas parce que la morale philosophique en serait intéressante, mais parce qu'elles sont d'une telle beauté. Et j'en apprends comme ça de temps en temps par cœur. Et vraiment, je me dis que eh bien, c'est dommage de vivre à la Ferté-sous-Jouarre en ignorant ces trois personnages. C'est dommage d'avoir pas loin de chez soi une caverne d'Ali Baba, un CDI, où se trouvent ces merveilles-là. Et c'est dommage de laisser perdre ces merveilles-là. Donc j'ai envie de vous inviter à lire. Mais vous inviter à lire de la littérature, c'est autre chose que de vous inviter à lire de la philosophie. Parce que je sais bien qu'il est plus difficile de lire Kant que de lire Homère. Il est plus facile de lire Yankelevitch que de lire Stendhal. Si vous tombez sur une phrase écrite par Stendhal, où Stendhal vous dit « La marquise sortit à 5 heures », il n'est pas nécessaire de relire cette phrase 10 fois pour la comprendre. Ou plutôt, si vous avez besoin de la relire 10 fois pour la comprendre, c'est que vous commencez à avoir des fils qui se touchent, vous commencez à vaporiser de la toiture. Donc, il y a quelques raisons de vous inquiéter pour votre santé psychique ou mentale, si vous voulez. Généralement, quand on lit les écrivains, enfin classiques en tout cas, il n'est pas nécessaire de relire 10 fois la phrase pour la comprendre. En revanche, il n'est pas impossible qu'il soit plus difficile de rentrer dans Kant que dans Stendhal, vous voyez. Et il est vrai que quand Kant nous dit que, il faut faire sortir l'homme d'un état d'hétéronomie, j'entends par hétéronomie cette forme d'aliénation de la raison, il n'est pas impossible que cette phrase doive être lue plusieurs fois. Donc je vais faire l'éloge de la lecture. Je ne désespère pas de vous convaincre qu'il faut absolument lire La Fontaine, Racine, Bossuet, Stendhal, Homère, mais arriver à vous convaincre du fait qu'il faut lire les grands philosophes, ça, c'est peut-être une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans les grandes œuvres comme on rentre dans un moulin. On ne rentre pas dans Kant comme on rentre dans un moulin. Mais pourquoi? Parce que justement, Kant, ce n'est pas un moulin. Ce n'est pas un moulin à paroles. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte où il faut s'attendre à lire ce qu'on a toujours lu, à entendre ce qu'on a toujours entendu, vous voyez? Et voilà pourquoi il faut un travail d'explication des textes philosophiques. La formule qui vient est la suivante. Difficiles à extraire, leurs richesses, une fois découvertes, sont inépuisables. Difficiles à extraire, leurs richesses, les richesses des textes philosophiques, une fois découvertes, sont inépuisables. Alors il faut un petit temps pour entrer dans ces textes-là, mais une fois qu'on a fait l'effort d'y entrer, on trouve des richesses inépuisables et une nourriture extraordinaire pour ce que Charlie Chaplin appelait dans le film Les Feux de la Rampe le plus extraordinaire jouet qu'on nous ait jamais donné. Vous connaissez ce film, Les Feux de la Rampe? Vous connaissez Chaplin, Charlot. Alors, mais vous ne connaissez peut-être pas l'un des tout derniers films de Chaplin, c'est Les Feux de la Rampe, et là c'est plus Charlot, c'est un vieux clown qui ne fait plus rire. Et c'est très désespérant, très angoissant. Moi j'ai les larmes aux yeux tout le temps quand je vois ce film. Et il se trouve qu'il rencontre une jeune danseuse qui se croit paralysée. En fait, il s'agit d'une fausse paralysie, c'est du psychosomatique si vous voulez. Et alors il essaie de lui redonner le goût de vivre. C'est très émouvant parce que le vieux clown est très désespéré, mais il rencontre quelqu'un d'encore plus désespéré que lui, dans la personne de cette jeune danseuse. Et résultat, il essaie de lui montrer à quel point la vie est extraordinaire. Et il y a une scène assez magnifique où il lui dit, mais qu'importe de pouvoir marcher, je connais quelqu'un à qui manque un bras et qui, avec un clown, et qui joue du violon comme Yehudi Menuhin. Donc, on peut toujours trouver des richesses dans sa vie. Et puis, alors, il dit, mon père était pauvre et on n'avait rien à la maison. Et il n'y avait pas de jouet le soir de Noël, ni même d'orange, mais il me disait, tu as là le jouet le plus extraordinaire qu'on puisse donner à un être. Mais ce jouet-là, il faut t'en servir. Donc, il faut parfois s'en servir, et pour s'en servir, il faut faire un petit effort. Mais une fois qu'on est entré dans les textes, je crois qu'on trouve des richesses inépuisables. Je ne parle pas, je suis complètement hors sujet, je ne parle pas de mon livre, je ne parle pas de dignité.
C'est une longue introduction, mais je vais en parler un petit peu. Mais je termine cette introduction parce qu'au fond, on en parlait avec Monique, il est vrai que de plus en plus, les élèves lisent assez peu les textes philosophiques, et puis parfois qu'ils vont plus volontiers sur les écrans que vers les livres quand ils viennent au CDI. Alors voilà pourquoi je vais faire un petit éloge de la lecture et un éloge de la lecture des textes philosophiques, si vous voulez. Et pour vous montrer qu'il ne faut jamais désespérer de ses capacités de comprendre un texte qui paraît difficile au début, je vais prendre un exemple. L'exemple d'un texte de Spinoza, qu'on vous distribuera à la fin de notre rencontre, qui en effet, à la première lecture, est plus hermétique, plus opaque, paraît plus difficile à comprendre qu'en effet une page de littérature. Mais en faisant un petit travail, on peut entrer dans ce texte-là. Je vous le dis le texte une fois, puis après on travaille un tout petit peu, puis après je parlerai un petit peu de mon bouquin et de la dignité, et on discutera. Vaste programme. Alors, voilà le texte de Spinoza. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi. Il suffirait d'un enseignement moral pour que les hommes fissent d'eux-mêmes et d'une âme libérale ce qui est vraiment bon. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine. C'est le plus souvent entraîné par l'appétit du plaisir et les passions sans frein que les hommes agissent. De là vient que nulle société ne peut subsister dans un pouvoir de commandement et sans des lois, lois qui modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Alors c'est coton, c'est difficile. Hein. Après le cours de gym, début janvier, où l'atmosphère est un peu angoissante, angoisseuse, s'entendre dire comme ça du Spinoza alors qu'on ne l'a même pas sous les yeux. Mais oui, mais cet effort-là, faites-le, parce que si on redit déjà une deuxième fois le texte, peut-être qu'on commencera à s'y repérer un peu. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi, il suffirait d'un enseignement moral pour qu'ils fissent d'eux-mêmes et d'une âme libérale ce qui est vraiment bon. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine, c'est le plus souvent entraîné par l'appétit du plaisir et les passions sans frein que les hommes agissent. De là vient que nulle société ne peut subsister sans un pouvoir de commandement et sans des lois, lois qui modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. C'est encore très opaque, encore très mystérieux, mais vous remarquez que j'insiste sur quelques mots. Quand vous résumiez, je parle sous le haut contrôle de Patricia, quand vous résumiez des textes en français, du moins c'est ce qu'on me demandait quand j'en faisais, on me disait qu'il fallait d'abord essayer de retrouver les mots de liaison, les mots pivots qui donnent la structure du texte. Comme ça, on commençait à savoir résumer le texte, les si, les mais, les au contraire, etc. Il faut faire la même chose pour les textes philosophiques. Et résultat, je relis le texte en insistant sur, justement, les mots qui m'en donnent la structure. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi. Il suffirait d'un enseignement moral pour que les hommes fissent d'eux-mêmes. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine, c'est le plus souvent entraîné par la petite plaisir. De là vient que nulle société. Alors après, il ne suffit pas simplement de dire ces mots forts pour faire plaisir à la maîtresse ou au maître d'école. Il faut après se les redire. Et ça y est, la structure du texte commence à venir. Si, ainsi, certes, mais de là vient que. Si, ainsi, certes, mais de là vient que. Et même le Johnny Hallyday du coin, enfin, je stigmatise Johnny Hallyday comme étant un imbécile fini, ce qui n'est pas forcément vrai. Gainsbourg disait « la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence ». Donc on peut imaginer que quand Johnny dit des conneries, c'est à l'issue d'une décision de se décontracter un peu. J'en suis pas sûr, mais enfin, toujours est-il que bon. Mais même le Johnny Hallyday du coin est capable de comprendre que ça commence par un si. Et là, il ne faut pas se précipiter pour essayer de montrer qu'on sait des tas de choses. Il faut avoir une certaine fraîcheur devant le texte. Il faut le laisser venir à soi. Et si ça commence par un si, c'est qu'il fait une hypothèse. Oh, il fait une hypothèse. Si. Ben oui, il fait une hypothèse. Mais une hypothèse sur quoi? Si les hommes, il fait une hypothèse sur les hommes. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon. Il faut identifier les causes de l'incompréhension. Il est rare qu'on comprenne un texte à la première lecture. Mais il est légitime, pardon, Fiat, deuxième. Il est légitime qu'on ne comprenne pas un texte à la première lecture. Mais il est illégitime de dire qu'on n'y a rien compris. C'est malhonnête, c'est illégitime que de dire qu'on n'a absolument rien compris. Il y a forcément
des passages qu'on a compris. Quant aux passages qu'on ne comprend pas, eh bien, il faut, dans un premier temps, identifier les raisons de l'incompréhension, déterminer le pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Et quand on a déterminé les raisons pour lesquelles on n'a pas compris, on est en bonne voie pour finalement comprendre. Alors il arrive des textes philosophiques soient difficiles parce qu'il y a des mots un peu compliqués. Bon, bah là, peut-être qu'on est gêné par le us, enfin j'espère que non. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature, de telle sorte qu'ils n'eussent de désir que pour ce qui est vraiment bon. Bon, aujourd'hui on dirait, on ne ferait plus la concordance des temps, on dirait qu'il naît. Bon, bref, ça donne, si les hommes étaient ainsi fabriqués par la nature, de telle sorte qu'ils n'aient de désir que pour ce qui est vraiment bon. Certes, alors si les hommes étaient ainsi, certes, la conclusion, c'est qu'il n'y aurait besoin d'aucune loi. Il suffirait de... etc. Mais, il y a un mais. Et s'il y a un mais, c'est que l'hypothèse est fausse. Si les hommes étaient ainsi, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi. Mais tout autre est la disposition de la nature humaine. Et ce disposition, il répond à disposer du début. Si les hommes étaient ainsi disposés par la nature, qui n'eussent désir pour ce qui est bon, certes, la société n'aurait besoin d'aucune loi, il suffirait de rien, mais tout autre est la disposition de la nature humaine. Et la conclusion, de là vient que, nulle société ne peut subsister sans un pouvoir de commandement et sans des lois, lois qui modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Et j'insiste un tout petit peu sur la fin. À la fin, voilà ce que Spinoza dit sur les lois. C'est un raisonnement par l'absurde. Il veut montrer que la société ne peut pas se passer de loi. Et il dit, si les hommes étaient ainsi, certes, il n'y aurait pas besoin de loi. Mais puisqu'ils ne sont pas ainsi, il y a besoin de lois. Mais après, il nous dit quelque chose d'intéressant sur les lois. Il nous dit que les lois modèrent et contraignent l'appétit du plaisir et les passions sans frein. L'appétit du plaisir, appétitus, ça veut dire désir. L'appétit, ce n'est pas simplement l'appétit de nourriture, parce qu'on peut parler d'un appétit sexuel, d'un appétit de lecture. Donc, les lois, elles sont là pour modérer et contraindre l'appétit du plaisir, c'est-à-dire le désir du plaisir, et les passions sans frein. Et alors, si vous demandez là encore au Johnny Hallyday du coin, qu'est-ce que dit Spinoza à la fin sur les lois? Ben, il risque de passer à côté des merveilles, des richesses du texte s'il dit ben, il faut des lois pour calmer les gens. Là, il transforme un texte dense et riche en un texte pauvre et sans densité. Parce qu'il y a deux verbes et il y a deux compléments, modérer et contraindre. Puis il y a deux compléments d'objet, l'appétit du plaisir et les passions sans frein. Ça veut dire que dans cette petite phrase, il y en a 4 qui sont cachés. Pourquoi faut-il expliquer les textes philosophiques? Expliquer, c'est la même chose que déplier. Dans expliquer, vous avez ex qui veut dire en dehors, et plicare qui veut dire plier. Votre ex, c'est celui qui est en dehors de votre vie. Casse-toi. Donc ex, c'est en dehors, faire sortir, et puis plicare, plier. Donc expliquer, c'est déplier. Ben voilà, il faut déplier le texte philosophique. Hein? Et alors, si vous ne l'expliquez pas, vous me faites penser à quelqu'un qui... j'ai un éventail, enfin pas comme ça, Napoli, hein. J'ai un éventail, et l'éventail est fermé, je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans cet éventail. Ben non, vous allez me dire, ben, dépliez-le pour que je sache ce qui s'y trouve. Il faut faire la même chose, le texte philosophique. Ils sont pliés, ils sont très denses, parce que l'auteur dit beaucoup de choses en peu de mots. Et résultat, il faut déplier le texte, et c'est là qu'on se rend compte que Spinoza nous dit 4 choses. Il nous dit que les lois modèrent l'appétit du plaisir, que les lois modèrent les passions sans frein, que les lois contraignent l'appétit du plaisir, et que les lois contraignent les passions sans frein. Dans cette petite phrase, il y en a 4. Voyez ? Et là, vous dépliez le texte, vous l'expliquez. Alors, voilà le texte de Spinoza, vous repartirez avec, hein, et je n'ai plus aucun doute, vous allez vous lancer dans la lecture des philosophes, et vous allez déjà vous ruer vers les auteurs dont je parlais. Mais voilà, c'est plus difficile d'entrer dans les philosophes que d'entrer dans les littéraires, encore que. Et parfois, il faut un petit travail, mais ce travail-là, enfin, est toujours récompensé par l'impression que ce texte qui paraissait sans lumière, fermé, opaque, tout d'un coup commence à rayonner, et on y trouve des richesses inépuisables.